population de Cotonou. Elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez la Dominicale de vérité franc-parler de Radio Cotonou. Qu'il vous souvienne, le 21 juin dernier, lors d'une tournée à Parakou, monsieur Paulin Akpona, ex-ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, a ouvert son going pour évoquer de graves irrégularités portant sur le détournement présumé de plusieurs dizaines de milliards de francs CFA destinés au secteur de l'eau et de l'électricité sous la gestion antérieure du ministère depuis 2016. Paulin Akpona a parlé et comme on pouvait s'y attendre, il a donné du grain à moudre à l'opposition, au pouvoir talon et à certains citoyens qui ne partagent pas le mode de gouvernance actuel du pays. Ce dossier très croustillant sur les réseaux sociaux a connu un autre rebondissement, c'est le Haut Commissariat à la prévention de la corruption qui vient fouiner son nez dans ce marigot en annonçant bien entendu la mise en place d'une commission de vérification. Tous les regards sont donc tournés vers cette institution avec l'espérance de voir des soifs étanchées. Et justement, nous recevons monsieur Étienne Badou. Il est le chef du service des études de la formation et du suivi évaluation au commissariat à la prévention de la corruption HCPC. Bonjour à vous, monsieur Étienne Badou. Bonjour, monsieur Naoum. Bonjour, chers auditrices et chers auditeurs de Radio Cotonou. Merci d'avoir accepté l'invitation de Radio Cotonou. C'est moi qui vous remercie. D'accord. À la mise en onde de cette émission, Ghislain Agbangba à la prise de vue, Job Chikpei à la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le standard sera ouvert dans une quarantaine de minutes pour vous permettre, chers auditrices et auditeurs, de poser vos questions au numéro 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez aussi laisser vos questions via WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. À nouveau, bonjour à vous, monsieur Étienne Badou. Bonjour, monsieur Naoum. Voilà, je le disais tantôt, vous êtes le chef service des études de la formation et du suivi évaluation au HCPC, au commissariat à la prévention de la corruption. Dites-nous, c'est une promotion politique ? Ou bien vous avez compétit pour être là? Non, j'ai compétit. J'ai compétit par appel à candidature. Ah bon? C'est pas une nomination, c'est un recrutement. Ok. Voilà. D'accord, donc tout s'est bien passé dans les normes. Dans les normes. Il ne peut en être autrement au commissariat qui doit promouvoir les valeurs en son propre sein avant de pouvoir demander aux autres également de pouvoir promouvoir ces mêmes valeurs. Donc c'est pas un leader politique qui vous a envoyé là? C'est pas un leader politique, c'est une institution de l'État béninois qui a été mise en place par la loi numéro 2020-09 du 23 avril 2020 et qui a pour mission de suivre la mise en œuvre au sein des institutions et administrations de l'État des mesures de lutte contre la corruption, d'initier, de mettre également en œuvre des actions de prévention de la corruption, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur privé. D'accord. Merci beaucoup à vous. Service des études de la formation et suivi évaluation. Quelle est son importance dans l'organigramme du HCPC? Merci beaucoup. Quand vous prenez le décret numéro 2024-1004 du 26 juin 2024 portant AOF, attribution, organisation et fonctionnement du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, le service études, formation et suivi évaluation est l'un des deux services qui existent au niveau du Haut Commissariat. À côté de ce service, nous avons le service des ressources humaines, de la comptabilité et des moyens généraux, dont le chef de service est en même temps agent comptable. Okay. En ce qui concerne le service des études, formation et suivi évaluation, c'est le bras opérationnel du HCPC. C'est au sein, c'est-à-dire toutes les attributions, la mission et toutes les attributions du Haut Commissariat, dans l'essentiel, sont concentrées au niveau de ces services. Donc, c'est ce service qui a la mission de décliner de façon opérationnelle sur le terrain la charge dont l'institution a été investie par les pouvoirs publics. D'accord. Voilà. Alors, comment se passe votre journée au niveau du HCPC? En tant que chef service? Tout à fait. En tant que chef service, il faut dire que le travail commence déjà avant 8 heures.
Avant 8 heures, puisque nous sommes là sur les lieux, puisque quand nous parlons de corruption, il y a ce que également la Banque mondiale a entendu dans un rapport qu'il a publié en 2010 par corruption discrète, c'est-à-dire le retard. D'accord. Le retard est considéré au sein de la Banque mondiale comme étant de la corruption discrète. Et à cet égard, en tant que cadre officiel au niveau de l'organe anticorruption, il était important que nous puissions donner la preuve, que nous puissions faire preuve d'exemplarité en étant ponctuels, non seulement, mais travailler sans désemparer jusqu'au soir. Donc déjà, nous sommes là. Avant 8 heures, nous travaillons sans désemparer jusqu'à la fin de l'heure. Et quand nous parlons de fin de l'heure, chez nous, au niveau du Haut Commissariat, c'est pas 17h30 comme dans la fonction publique ordinaire. Ça peut aller à 19h, 20h ou même 21h. On peut, au regard des responsabilités qui sont les nôtres, également venir les week-ends également pour travailler, puisque nous avons un personnel qui est en effectif assez léger par rapport à la densité de la mission qui nous est donnée. Donc il était important que nous nous sacrifions, que nous faisions preuve vraiment d'engagement, et c'est ce que nous voulons également au niveau du Haut Commissariat demander à tout agent public de faire, pour faire en sorte que l'intérêt général soit préservé, pour faire en sorte que la mission, ce pourquoi nous sommes payés par les deniers publics, que vraiment nous puissions l'accomplir avec efficacité et avec conscience professionnelle. D'accord. Vous dites que vous travaillez. Le travail consiste à quoi? Parce que pour nous, si on suit bien entendu le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, qu'est-ce que vous faites jusqu'à après 21h? Dites-nous. Nous sommes là pour expliquer. Prévention de la corruption, vous travaillez, on veut savoir. Tout à fait. Oui. Il faut dire que pour remonter un peu, pour faire un peu l'historique déjà de la lutte contre la corruption, vous avez eu à énumérer par exemple tout à l'heure, à parler de la commission de vérification. Non, pas de la commission, de la cellule. D'accord. Présidée par Madame Feu Adjaï Sika. C'est ça. Après ça, nous avons eu l'Observatoire de lutte contre la corruption. Dans la dénomination, vous allez voir lutte contre la corruption. Après, à l'Observatoire a succédé l'Autorité nationale de lutte contre la corruption. Tout à fait. Chaque fois, on parle de lutte. Mais le constat au diagnostic, c'est que la répression ne suffit pas à elle seule pour endiguer le phénomène. Donc, le constat qui est fait, comme on le dit très souvent, il vaut mieux prévenir que guérir. D'où il faut bâtir, il faut arriver à mettre un accent particulier sur la prévention. Et quand nous parlons de prévention, on peut distinguer un certain nombre d'axes. Le premier axe, c'est d'abord la sensibilisation qu'on peut faire, et c'est ce que nous avons fait les 3 derniers mois, où vous avez dû suivre sur les médias que nous sommes le Haut Commissariat à la prévention de la corruption, a enclenché une campagne dans plusieurs départements du pays pour sensibiliser plusieurs parties prenantes nationales sur les méfaits de la corruption au Bénin, sur les méfaits de la corruption, sur le développement socio-économique de la nation et sur leur propre devenir, sur leur propre avenir. Nous avons été dans le département, par exemple, du Plateau. Nous avons été dans le département de Lomé, nous nous sommes rendus dans les collines, nous sommes allés dans le Borgou. Et les cibles qui avaient été rencontrées, c'est d'abord le monde scolaire. Le monde scolaire, d'abord la base. Le primaire, nous sommes rendus dans des universités, mais nous avons rencontré également le citoyen lambda, c'est-à-dire différentes composantes de la société, que ce soit des élus, des représentants de la société civile, groupements d'artisans, de femmes, etc., que nous avons sensibilisés sur les méfaits de la corruption. Ça, c'est les adultes qui sont sensibilisés. Mais nous avons besoin d'éduquer, ça c'est un autre axe de la prévention, quand nous parlons de prévention, nous avons besoin d'éduquer les citoyens depuis la base jusqu'à l'université. En prenant depuis la maternelle, cela consiste concrètement à élaborer des programmes éducatifs qui pourront déjà amener le citoyen, le petit béninois qui naît aujourd'hui, à être moulé dans un environnement anticorruption, de telle sorte que le discours que nous tenons, les actions que nous posons aujourd'hui en tant qu'organe, que dans 10 ans, dans 20 ans, quand ceux-là seront grands et seront aux affaires, ils auront déjà
des attitudes vraiment vertueuses et pourront vraiment se désintéresser de tout ce qui est acte déviant. Donc il est important de bâtir un béninois de type nouveau, et cela se bâtit au travers de l'éducation. Mais nous avons également besoin, au-delà de ça, de mettre en place au niveau de chaque administration, de chaque entité publique ou privée, des mécanismes de prévention de la corruption. Chaque secteur doit être doté d'un code d'éthique et de déontologie, par exemple. Okay. C'est vraiment important. Au-delà de ça, quels sont les mécanismes qui existent en termes, par exemple, de renforcement de l'audit, de la vérification interne au niveau des différentes structures, qui fassent que le système fonctionne de lui-même. Je donne un exemple. Si, par exemple, vous vous rendez dans vous allez à un voyage par avion et que vous descendez. Pour aller prendre vos bagages, vous êtes obligé de passer dans un tunnel, dans un couloir. Vous n'avez pas la possibilité d'aller ni à gauche ni à droite jusqu'à la rampe où vous allez prendre vos bagages. D'accord. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il faut arriver à tracer un couloir dans lequel chaque Béninoise et chaque Béninois est obligé de marcher. C'est vraiment important, de telle sorte que, ayant été habitué depuis même la base, c'est-à-dire même avant même d'aller à la maternelle, que déjà depuis la cellule familiale, puisque nous avons sensibilisé les adultes, à partir de la cellule familiale déjà, dès que l'enfant est éduqué et qu'il va à la maternelle, il va au primaire, il va à l'université, il est obligé de répliquer également, ce qu'il a vu faire. C'est pourquoi nous devons sensibiliser également les adultes pour qu'ils soient exemplaires à tout point de vue, pour projeter pour être de bons modèles. Pour être de bons modèles de telle sorte que le parent qui dit à l'enfant ne vole pas. Quand il vole une fois, quand l'enfant entend que à la radio ou à la télévision, qu'on cite des gens qui ont fait des détournements de deniers publics et que leur nom est cité, par exemple, cela, il n'a plus l'autorité morale vis-à-vis de son enfant de lui dire de ne point voler. Donc nous devons faire en sorte que non seulement les parents, les adultes soient vertueux, qu'ils puissent être des modèles, mais nous devons au travers de leurs modèles pouvoir amener la couche juvénile à se mirer en eux et à tracer des couloirs devant eux qui les amènent une fois qu'ils seront grands et qu'ils seront aux affaires dans une dizaine, dans une vingtaine ou dans une trentaine d'années à pouvoir se livrer à des actes vertueux. Donc, quand nous parlons de prévention, c'est important. Nous devons également, au-delà de tout ça, également connaître de certains dossiers, comme ceux dont nous parlons, de dossiers de corruption également qu'il faut traiter. Donc, c'est plusieurs actions qui nécessitent plusieurs axes qui nécessitent des interventions au quotidien de façon programmatique, de façon stratégique, et c'est ce qui nous occupe au quotidien au niveau du groupe commissariat. Donc l'objectif, c'est d'arriver à avoir une société vertueuse, à pouvoir avoir bâti ce que nous entendons par un cycle d'intégrité qui fait que, quelle que soit la strate sociale dans laquelle la personne se trouve, elle est obligée de se conformer à l'idéal, aux valeurs que promeut la société. D'accord. Vous avez parlé de cellules de moralisation de la vie publique. Avec Ansika Adjaï, on a connu donc l'autorité nationale de lutte contre la corruption également. Aujourd'hui, on parle de haut commissariat. Fondamentalement, en termes clairs, qu'est-ce qu'on peut mettre aujourd'hui à l'actif du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, façon concrète? Merci beaucoup. Oui. Aujourd'hui, nous avons le Haut Commissariat, comme je l'ai dit tantôt, a été créé par la loi en 2020, mais a commencé par être opérationnalisé à partir de 2024, le 12 juin 2024, plus précisément, à partir de date à laquelle le Haut Commissaire, Maître Jacques Mégan, a été nommé en Conseil des ministres comme Haut Commissaire. Après ça, il a fallu attendre le 25 septembre 2024 toujours pour voir nommer 2 de ses collaborateurs les plus proches, à savoir le secrétaire général et le chef de cabinet. C'est dans la même période que également le personnel d'appui également a été recruté. Donc nous avons tenu notre première séance de travail, c'est-à-dire de toute l'équipe, gros commissaire, secrétaire général, chef de cabinet et personnel recruté le lundi 30 septembre 2024. Et nous nous sommes mis résolument à la tâche et nous avons, au titre de nos réalisations, nous avons organisé les journées nationales et internationales de lutte contre la corruption les 8 et 9 décembre 2024, au cours desquelles nous nous sommes rendus
au niveau du lycée technique Koulibaly. Nous avons été à l'université nationale, à l'université d'Abomey-Cala via l'ENA, l'école nationale d'administration, pour être beaucoup plus précis, et dans une école primaire publique à Ouida, pour sensibiliser ces groupes cibles qui sont très prioritaires dans notre stratégie de prévention. Parce que nous pensons que à travers l'éducation, nous pouvons engranger des résultats. Mais ce n'est pas des résultats qu'on peut engranger dans 2 ou 3 ans. Mais ça s'engrange sur la durée. Donc, c'est sur la durée, dans 10 ans, dans 20 ans, qu'on peut évaluer pour dire vraiment de plus en plus, les Béninois ne se lient plus à la corruption. De plus en plus, que ce soit dans l'école, comme nous l'avons eu à le dire, les actes de corruption existent également à l'école. La tricherie, c'est déjà un acte de corruption. Tout à fait. Vous voyez un peu. Donc ça, là, nous attirons l'attention, par exemple, de cette grosse cible, de ne plus s'adonner à cette pratique, parce que, comme nous le disons, celui qui a volé un œuf aujourd'hui volera un bœuf quand il sera grand. Donc, il est important que nous puissions agir au niveau de ce groupe cible. Donc, c'est ce qui a fait que nos premières actions sont allées à ce niveau. Je viens de vous parler également tantôt de la mise en œuvre d'une grande campagne nationale de sensibilisation que nous venons de réaliser depuis le mois d'avril jusqu'au mois de juin dernier. Okay. Après ça, en tant qu'État parti à la Convention des Nations Unies contre la corruption, le Bénin a été tiré au sort en 2018 pour être évalué par la Suisse et la Gambie. Et à cet égard, le Bénin a accompli les diligences requises et la dernière étape du mécanisme d'examen prévu du processus d'évaluation consistait à organiser une visite pays ici au Bénin, permettant à nos experts examinateurs, donc les Suisses et les Gambiens, y compris certains cadres du secrétariat de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime qui chapeaute le mécanisme d'examen, de venir de visu constater l'effectivité des réponses que nous avons données dans le questionnaire d'auto-évaluation et les réponses subséquentes que nous avons données également après, suite aux observations que les experts ont faites sur le questionnaire que nous leur avons envoyé. Donc c'était l'occasion pour eux et cette visite pays s'est tenue ici au Bénin du 6 au 8 mai dernier et les conclusions, c'est pas nous ne nous ferons pas harakiri. Il faut dire les choses comme cela se doit. C'est pas de l'autosatisfaction. Je crois que le rapport qui sortira en tout cas les conclusions préliminaires qui sont sorties à chaud de cette grande activité, c'est que le Bénin aujourd'hui est reconnu comme étant un État parti sérieusement engagé dans la lutte contre la corruption, puisque eux-mêmes, les experts examinateurs ont eu le temps de rencontrer diverses parties prenantes nationales. Nous avons eu, contrairement même à certains pays, nous avons le Bénin en toute transparence, et ça, c'est à l'honneur du Bénin. Nous avons accepté même qu'il y ait une session ouverte seulement à la société civile. Il y a des États qui n'aiment pas ça. C'est-à-dire, ils se disent a priori que peut-être il y aurait des choses que la société civile, qui sont des organisations indépendantes du pouvoir, puissent dire et qui peuvent entacher le discours officiel. Nous avons dit non, nous n'avons rien à cacher au Bénin. Et nos amis de la société civile, de l'anticorruption ici au Bénin, que vous connaissez, les organisations de la société civile, quand il s'est agi d'ouvrir cette session et que tous les autres participants ont été sortis de la salle, y compris nous-mêmes qui sommes les organisateurs ici au Bénin en tant qu'ACPC. Mais les gens de la société civile ont dit aux experts des Nations Unies, de la Suisse et de la Gambie, mais pourquoi vous les faites sortir? Ce que nous allons vous dire, nous sommes capables de vous le dire ici devant eux, que ici au Bénin, nous n'avons aucun problème en matière d'expression, de liberté d'expression pour dire que non, pas du tout. Donc, ils étaient même prêts à nous faire revenir. Et à la fin de la séance, ce sont les experts même des Nations Unies, dont les représentants de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, qui ont mis un accent particulier, permettez la tautologie, sur cette particularité béninoise. Parce qu'ils ont fait mention de ce à quoi ils ont assisté ici au Bénin. Il y a plusieurs États dans lesquels ils se sont rendus où les gens n'ont pas accepté la session seulement ouverte à leur société civile pour des raisons qui leur sont propres. Donc c'est inédit ici. Donc c'est inédit ici et ça c'est à l'honneur du Bénin, il faut le dire. Au-delà de ces réalisations également, nous avons en vue des programmes
de renforcement de capacité d'un certain nombre d'acteurs incontournables. Il n'y a pas de présomption, mais il y a des secteurs qui sont à tort ou à raison très souvent indexés. Vous suivez mon regard. Donc, par exemple, nous avons des sessions de renforcement de renforcement de capacité qui sont prévues à l'endroit des agents de la police républicaine, des agents des impôts et des douanes. Donc, ce sont des projets qui sont également en cours. Nous avons également en prévision la relecture du code d'éthique qui existe au niveau de certaines structures. Nous avons également ce projet-là. Et nous avons également en projet l'organisation d'un forum sous-régional, c'est-à-dire à l'échelle UEMOA, sur la lutte contre la corruption. Ce qui fera que dans quelques mois, le Bénin sera l'épicentre de la réflexion stratégique autour de la lutte contre la corruption dans l'espace UEMOA. Et nous aurons l'occasion de faire venir des experts internationaux qui viendront partager leur expérience avec les parties prenantes béninoises qui seront invitées à ce forum qui est en cours d'organisation actuellement. D'accord. Alors, vous êtes en train de faire tout ça, mais le peuple béninois s'est réveillé avec une histoire, oui. Je l'appelle ainsi, à l'occasion d'une tournée le 21 juin 2025 à Parakou. Oui. L'ex-ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Paulin Apouna, a évoqué donc de graves irrégularités portant sur le détournement présumé de plusieurs dizaines de milliards. J'ai pas dit millions, hein. Oui. C'est milliards de francs CFA destinés au secteur de l'eau et l'électricité. Sous la gestion antérieure du ministère depuis 2016. Oui. Alors, d'abord, je voudrais vous demander de laisser votre manteau de membre du HCPC pour nous dire en tant que citoyen, quand vous avez entendu cette déclaration-là, vous étiez comment dans votre chaussure? Disons que le premier sentiment, c'est l'étonnement. Étonnement. Étonnement parce que quand nous regardons, même si je ne veux pas parler, je suis obligé de revenir là-dessus parce qu'étant citoyen, mais quand même, étant acteur quand même de l'anticorruption à la fois, nous avons été surpris. Sinon, j'ai été surpris puisque c'est à moi que vous posez la question. Oui. J'ai été surpris que, nonobstant les différents mécanismes, les différents dispositifs et toutes les diligences, les mesures institutionnelles, vous avez tantôt parlé de CRIET. Toutes les mesures qui ont été prises, que ce soit pour prévenir la corruption au niveau de l'administration publique, que ce soit en matière de répression des faits de corruption, à travers la mise en place de la CRIET, par exemple, qu'une faille aussi béante puisse exister, que des gens puissent emprunter pour voler, vous l'avez dit, c'est une présomption de vol, de siphonnage, de détournement. Je parle encore de présomption, puisque juste alors nous parlons. C'est pas encore prouvé. C'est pas encore prouvé. C'est pas encore prouvé. Mais c'est un gros ministre quand même qui a parlé. C'est un gros ministre et c'est pourquoi nous devons être davantage étonnés. Donc, c'est l'étonnement. Comment est-ce qu'après avoir mis en place tout ça, on peut parvenir à siphonner des dizaines de milliards? On ne parle pas de dizaines de millions, mais de milliards. Déjà, quand nous regardons l'ensemble de tout ce qu'il y a comme investissement dans le domaine, c'est globalement combien? Pour que quelques-uns, certaines personnes arrivent à siphonner des dizaines de milliards. Il y a lieu de s'interroger, il y a lieu de s'étonner que cela puisse se faire. D'accord. C'est un ministre qui a parlé. La parole est lancée. Nous, en tant que Haut Commissariat à la prévention de la corruption, nous avons l'obligation, nous avons la mission d'aller chercher à apprécier avec objectivité les faits rapportés. Là, je m'adressais tantôt aux citoyens que vous êtes. Alors, comment la nouvelle a été accueillie au niveau du Haut Commissariat? Au niveau du Haut Commissariat, ça a été une grande surprise. Ça a été une grande surprise et les réflexions ont commencé le même jour, c'est-à-dire dès l'instant où ça a commencé à circuler sur la toile un peu partout, puisque nous-mêmes, nous l'avons eu sur les réseaux sociaux un peu partout d'abord, et très rapidement les réflexions ont commencé. Qu'est-ce qu'il faut faire dans le cas d'espèce? C'est là que l'idée de mettre en place cette commission est née. Et les diligences ont été accomplies dans le cadre de l'identification des personnes ressources qui pourrait nous amener à faire la lumière sur le dossier. Nous sommes dans le dossier de l'eau,
nous sommes dans le domaine de l'eau et de l'énergie. N'ayant pas en son sein les compétences nécessaires pour pouvoir aller au fond, puisque nous parlons d'eau et d'énergie, il faut qu'il y ait des spécialistes de ces deux secteurs dans la commission. Et conformément alors à l'article 18 du décret 2024-1004 du 26 juin 2024, qui habilite le Haut Commissariat, dans le cadre de sa mission, à recourir à des expertises extérieures, nous sommes allés identifier, chercher des personnes ressources qui pourraient nous aider, que nous pourrons intégrer dans cette commission. D'accord. Si vous permettez, je voudrais revenir un peu en arrière. Quand je posais la question de savoir comment cette information a été accueillie au niveau du HCPC, est-ce que c'est avec sourire aux lèvres parce que vous allez vous dire, bon, on a du grain à moudre, donc on nous jette donc une pierre dans notre marigot et autres, c'est quoi? Je voudrais bien comprendre le sentiment qui vous a animé. Aucun citoyen de ce pays, normalement, ne doit accueillir cette nouvelle avec joie. D'accord. Aucun citoyen. Parce qu'il s'agit, si cela s'avérait vrai, des ressources publiques. Et ce sont ces ressources publiques qui permettent de satisfaire les besoins des citoyens. J'ai eu à le dire quelque part sur un plateau avant de venir ici ce matin, que si nous avons le bonheur aujourd'hui de remarquer, de nous féliciter des belles infrastructures que nous avons dans le pays, nous avons eu le bonheur les 3 derniers mois de circuler pratiquement dans le pays et de voir du nord au sud, de l'est à l'ouest, tout ce qui a été réalisé. Mais si tout cela a été réalisé, c'est parce qu'à un certain moment, nous avons eu un homme d'État visionnaire. Nous avons un chef d'État qui a fait en sorte de mettre en place une architecture pour boucher un certain nombre de trous. C'est un politicien qui parle. C'est pas un politicien. Je suis ici en qualité de représentant du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, qui est un citoyen également et qui apprécie. D'accord. Donc si nous avons, c'est une analyse que nous faisons, même en tant qu'institution, nous devons pouvoir analyser et dire que si cela est rendu possible, parce que s'il n'y avait pas de ressources, l'État ne serait pas capable de pouvoir réaliser cela. Ça veut dire qu'on a empêché un certain nombre de personnes d'agir. Si dans chaque secteur, on arrivait à siphonner 17 milliards, bon, on ne pourra pas avoir... Il a dit des dizaines de milliards. Il n'a pas dit 17. Des dizaines de milliards. Donc, si on arrivait dans chaque secteur à siphonner ça, on ne pourra pas avoir on ne pourrait pas avoir d'asphaltage, on ne pourrait rien avoir. Édifices, cités ministérielles, ceci à gauche et à droite, les services sociaux de base qui ont été renforcés en termes d'éducation, en termes de santé, en termes d'eau et d'énergie et tout, cela ne peut pas être possible. Donc, ça veut dire que quelque part, aucun citoyen ne peut se réjouir de ça. Donc, nous, au niveau du Haut Commissariat, nous n'avons pas accueilli cela comme étant, une opportunité de se mettre en exergue. Non, pas du tout. Mais nous sommes préoccupés. Au contraire, c'est un souci pour vous. C'est un souci. C'est un souci pour nous parce qu'on s'interroge pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Et c'est ce qui a motivé la mise en place. C'est une autosaisine. C'est ce qui a motivé la mise en place de cette commission. Le gouvernement ne vous a pas saisi? Le gouvernement ne nous a pas saisi. Je répète. Est-ce que c'est pas bizarre? Vous êtes au Haut Commissariat. Nous sommes au Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Et un ministre de la République qui a ceci. Mais permettez-moi de dire que le Haut Commissariat est un organe indépendant de tout pouvoir, de toute institution. Ça, c'est écrit c'est écrit noir sur blanc, indépendant du Haut Commissaire. Le Haut Commissaire dispose dans l'exercice de ses fonctions d'une indépendance. Je cite l'article 7, qui dispose expressément, le Haut Commissaire dispose dans l'exercice de ses fonctions d'une indépendance vis-à-vis des institutions de la République. Il n'est soumis à aucune autorité hiérarchique. Cette disposition mérite vraiment d'être vulgarisé pour que certaines contre-vérités que nous entendons ne soient plus entendues. Donc, nous avons toute l'indépendance qu'il faut pour travailler. Nous n'avons pas attendu d'être saisis par le gouvernement, ni par le Parlement, ni par l'institution que ce soit, avant que nous-mêmes, nous nous auto-saisissions de ce dossier en mettant en place cette commission. Alors, en décidant donc de mettre cette commission en place là pour étudier ce dossier-là, est-ce que vous avez au moins partagé l'information avec les gouvernants, le gouvernement ou bien le ministre de la Justice et autres pour dire, bon, nous on veut enquêter, est-ce que vous nous donnez le OK pour y aller? Vous n'avez pas fait ça, c'est ça? L'article 5 dit que nous travaillons de façon indépendante.
Donc nous n'avons pas besoin... Est-ce que le haut-commissaire n'a pas dit un mot au ministre de la Justice rapidement, non, au président Patrice Talon même? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas puisque chacun reste dans son couloir, dans son couloir d'excellence du point de vue de sa mission. Nous sommes dans le couloir qui nous a été assigné par la loi. Nous ne sommes pas une institution gouvernementale. Mais si vous découvrez des choses... Mais voilà, si vous découvrez des choses, c'est le gouvernement qui quand même est dans l'exécution. Merci beaucoup. Oui. Le 1er juillet 2025, quand il a fallu installer la commission, c'est devant caméra, vous avez dû suivre, n'est-ce pas? Oui. C'est devant caméra que nous avons procédé à l'installation de cette commission. Et les visages sont connus, les noms sont là. Vous voulez que je revienne là-dessus? Allez-y. Très bien. Oui. La commission est composée d'experts multidisciplinaires ainsi qui suit. Comme président, nous avons M. Alessandre Dagba, inspecteur d'État, que vous devez connaître. Il a été inspecteur général des finances, chef de service pendant des années, avant de rejoindre l'inspection générale d'État, IGE. Donc c'est quelqu'un, une personne ressource expérimentée, qualifiée, outillée et qui a déjà connu plusieurs commissions. Monsieur Elos Francis Attadé, que vous devez connaître également, un expert en gouvernance, puisque quand nous l'avons, un autre objectif assigné à la commission, c'est non seulement d'apprécier avec objectivité les faits rapportés, mais c'est également d'évaluer les dispositifs institutionnels et administratifs qui sont au sein du ministère, au fin d'éprouver leur efficacité. Quels sont les mécanismes qui sont mis en place tendant à la prévention de la corruption au niveau de ce ministère? C'est important à souligner. Donc, nous avons également comme spécialiste des deux secteurs Moussa Machoudi, ingénieur génie électrique, qui est membre de cette commission. Monsieur Guy Kregbaza, qui est ingénieur eau et assainissement. Nous avons monsieur Dossou Kebo Assuris, qui est un analyste financier, contrôleur de gestion. Puisqu'il y a eu des flux financiers, la gestion de ces projets en eau et électricité également appelle également à des flux financiers, appelle à des passations de services, ce qui nécessite également qu'on intègre dans cette commission M. Horace Adoukonou, spécialiste en passation des marchés publics, qu'on ne présente plus, et Mme Gracia Adjinakou, qui est également spécialiste en suivi et évaluation. Donc, ce sont ces 7 personnes ressources compétentes qui ont été recrutées à raison de leur qualification, de leur expérience professionnelle, de leur expérience. Ce sont ces personnes ressources que nous avons intégrées comme membres de la commission et qui ont 4 semaines pour déposer leurs conclusions. Donc, dans le cadre de la mise en place de cette commission, nous n'avons pas été instruits par aucune institution. Je répète, c'est une initiative propre, c'est une autosaisine du Haut Commissariat à la prévention de la corruption, conformément à la mission que les pouvoirs publics nous ont confiée. Ils ont accepté le bénévolat ou bien ils seront payés? Ils seront payés conformément aux tests en vigueur. D'accord. Donc supportés par le HCPC. Supportés par le budget du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Vous êtes aussi riche, c'est ça? Non, ce n'est pas une question de richesse. En fait ils ne seront pas millionnaires au terme de cette activité. D'accord. Non, pas du tout. Alors, vous avez dit quoi quand vous les avez installés? Quelle est la mission concrètement? La mission, c'est d'apprécier avec objectivité les faits rapportés. De 2016 à 2025 dans la commune de Parakou. D'accord. Puisque c'est la sphère géographique, c'est la commune de Parakou. Deuxième chose, c'est d'évaluer les dispositifs institutionnels et administratifs de prévention de la corruption en vigueur dans le ministère. Donc, ils doivent pouvoir cartographier tout ça et c'est sur cette base-là. Donc, ils doivent écouter les différentes parties prenantes. Il doit pouvoir les écouter. Ceux qui ont passé les marchés, ceux qui ont exécuté, ceux qui étaient aux affaires. Même les ministres qui sont passés doivent plancher devant la commission. Parce qu'il y a un ministre qui est très fâché là. Hein? Vous savez, non? Non, ce qui est clair, c'est pas... Il est très fâché. Il a même saisi la justice et tout ça. Il n'y a pas de souci. Puisqu'il n'y a pas de souci. Tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont été acteurs dans ce dossier doivent comparaître devant la commission, puisque l'article 2 du décret 2024-1004 du 26 juin 2024 habilite le Haut Commissariat à demander à toute autorité compétente de lui communiquer tout document ou dossier concernant une affaire à propos de laquelle il fait une enquête. Donc,
Oui. Ce mandat, cette habilitation incombe également à la commission que le Haut Commissariat a mise en place plutôt. Donc, il revient à toute autorité, à tout cadre, à toute personne qui aura été saisie de produire les documents qu'on lui aurait donnés. Est-ce que vous avez testé donc la probité de ces cadres-là que vous avez appelés, les experts-là? Les experts... Oui, ils ont peut-être de l'expérience et tout. Ils ont fait du chemin, mais est-ce que la probité y est? Oui, la probité y est. Oui. Je crois que c'est l'un des critères également au-delà des compétences techniques. Donc, il y a toute une vérification qui a été faite rapidement par rapport à leur parcours pour vérifier est-ce qu'eux-mêmes... Sinon, jusque-là, depuis que nous avons publié cette liste, je crois que s'ils étaient déjà eux-mêmes trempés dans des affaires, je crois que vous aurez déjà reçu des gens ici pour venir dénoncer, pour dire que comment des corrompus peuvent aller enquêter sur des faits de corruption. Ils vont travailler pendant combien de jours? Ils vont travailler la durée de la mission, c'est 4 semaines. 4 semaines? 4 semaines. Disons un mois. Un mois. Ils ont un mois pour déposer leurs conclusions. Ils auront les coudées franches pour ils auront les coudées franches pour travailler parce que l'organe qui a mis en place la commission est autonome et a les pouvoirs nécessaires pour pouvoir aller au fond de ce dossier. D'accord. Alors, maintenant, est-ce que, c'est vrai, vous n'avez pas reçu d'instruction du gouvernement, vous n'avez pas besoin d'aller, comment dirais-je, demander au gouvernement de faire ci ou de faire ça, mais d'une manière ou d'une autre, est-ce que vous avez pu quand même demander au gouvernement d'instruire par exemple les cadres qui seront parce qu'il y a obligation de réserve à des endroits donnés, il y a des cadres qui vous disent obligation de réserve, je ne parle pas et tout. Est-ce que le gouvernement d'une manière ou d'une autre peut dire bon, ouvrez tous les dossiers pour qu'on puisse voir clair? Non, je pense que au regard des attributions qui sont les nôtres, c'est ça. Par rapport à ce dossier, parce que nous ne sommes pas allés demander le dossier médical de quelqu'un. Ça, par exemple, nous ne pouvons pas aller demander le dossier médical de quelqu'un. Les dossiers couverts, par exemple, par le secret de confidentialité. Et dans le cas, la gestion de projet, il n'y a aucune confidentialité. Il n'y a pas de confidentialité. Nous ne sommes pas allés, nous n'allons pas au travers de cette commission aller demander des éléments, des informations par rapport à leur santé, à la santé des personnes. Nous ne sommes pas allés pour demander des éléments par rapport à la défense nationale ou par rapport à la sûreté de l'État. Donc, à l'exception ou par rapport à la politique extérieure ou tout autre. Donc, concernant ce dossier, c'est un dossier ouvert. La gestion d'un projet. Il n'y a pas de confidentialité. Mais il faut se préparer aussi à gérer les résistances. Toute personne, le problème est le suivant. Toute personne qui résiste laisse présumer à son désavantage des faits de corruption. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, toute personne impliquée, qui a eu à gérer à un titre, à un autre, ce dossier, dans son propre intérêt, a l'obligation... Pour ne pas se faire appeler suspect, c'est ça? Pour ne pas se faire appeler suspect, puisque quand une commission vous appelle et que vous résistez, ça veut dire que vous avez quelque chose à cacher. Si vous n'avez rien à cacher, c'est que vous venez plancher devant la commission avec les documents qui prouvent votre crédibilité et qui prouvent que vous n'avez rien à vous reprocher dans le dossier. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, quiconque est appelé devant la commission devra normalement venir répondre avec sincérité, en toute transparence. Saisissez d'ailleurs l'occasion pour s'adresser à tous ces cadres-là qu'on aurait pu quand même rencontrer, que la commission va rencontrer, j'allais dire. D'accord. Parce que la mission est lancée. Merci beaucoup. La mission est lancée et la commission a déjà commencé par rencontrer des gens. Il y a déjà un certain nombre d'acteurs qu'ils ont déjà commencé par rencontrer depuis leur mise en place. Et je voudrais profiter de l'occasion pour exhorter. Je parle bien d'exhortation, pour demander à chaque cadre, à chaque autorité, quel que soit son rang, à qui la commission demandera des documents, à qui la commission demandera de venir fournir des explications devant elle, de bien vouloir se prêter dans son propre intérêt au jeu. Parce que cela va de son intérêt, parce que plus les gens résistent, plus ils laissent la présomption à leur dépens, bien sûr, en leur défaveur, la présomption d'avoir à cacher quelque chose dans le dossier, ce qui n'est pas dans leur intérêt. Donc, je voudrais saisir l'occasion que vous m'offrez pour demander à chaque personne impliquée à un titre ou à un autre dans ce dossier ou qui sera appelée devant la commission
à venir avec tout dossier, à venir avec tout élément, à venir avec toute information devant éclairer la lanterne de la commission qui a été mise en place et qui accomplit pas une mission pour le ACPC, mais qui accomplit une mission républicaine. C'est vraiment important à souligner. D'accord. Alors, est-ce que les citoyens peuvent avoir l'assurance d'une communication autour de ce dossier après la mission exécutée, une communication vraiment sans filtre? Merci beaucoup. La preuve de ce que... Ou bien le chef d'État va lire avant que nous l'écoute, c'est ça? Non. La preuve de ce que le Haut Commissariat veut travailler en toute indépendance, avec objectivité et transparence, déjà se laisse présumer à travers la mise en place même de la commission. Dès le premier jour de la commission, c'est comme je l'ai dit tantôt devant caméra que nous avons porté à la connaissance du public la composition de cette commission. C'est en nous auto-saisissant, sans instruction préalable, que le Haut Commissariat a mis en place cette commission. À cet égard, je voudrais rassurer le public béninois. Je voudrais rassurer chaque citoyenne et chaque citoyen de ce pays d'avoir à faire confiance au Haut Commissariat à la prévention de la corruption qui a démarré en toute transparence et qui compte finir en toute transparence. Si les conclusions vont dans quel sens que ce soit, le contenu du rapport sera publié. Quand je dis ça... Sans le bic rouge du Haut Commissaire. Il n'y aura pas de bic rouge puisque nous-mêmes, nous avons l'obligation de faire les choses dans les règles de l'art, puisque je viens d'un plateau où les gens ont marqué leur scepticisme, donc vous n'êtes pas le seul. Vous n'êtes pas le seul à être sceptique, à vous dire qu'on a connu par le passé des commissions dont les rapports étaient jetés dans les tiroirs, etc. J'ai eu à dire, je le redirai encore ici, les temps ont changé. Les temps ont changé dans le pays. Et si nous n'avons pas reçu d'instructions pour mettre en place la commission, nous ne recevrons pas d'instructions pour publier un pan ou un autre de ce rapport. Donc la même communication que nous avons commencé par faire dès le premier jour de la mise en place de la commission et que nous avons continué par faire sur les différents plateaux depuis. Chaque jour, il y a toujours une intervention sur un plateau de télé ou une chaîne de radio. Nous allons poursuivre dès que le rapport sortira. Les voix autorisées au niveau de ces commissions en toute indépendance pourront passer au niveau de la presse également pour communiquer les résultats de leurs travaux. Est-ce que je peux dire que c'est la première patate chaude du Haut Commissariat? Oui, c'est le premier grand dossier, vraiment grand dossier, parce que là, on parle de dizaines de milliards et il faut regarder également dans le dossier la qualité de celui qui a fait les déclarations. Ce sont deux choses qui nous font dire et qui pourront vous faire dire effectivement que c'est la première patate chaude, mais le Haut Commissariat veut jouer avec transparence sa partition dans le dossier et nous jouons également notre propre crédibilité, puisque nous savons que... Vous avez de la palpitation, c'est ça? Nous n'avons aucune palpitation, nous sommes zen, nous sommes à 37 degrés par rapport à ce dossier. Donc, quel que soit ce que ça donnera comme conclusion, nous agirons selon le résultat que donneront les travaux de la commission. D'accord. Nous allons permettre aux auditeurs de vous poser des questions ici, donc, sur ce plateau, et vous allez répondre par la suite. Nous sommes sur Radio Cotonou et l'émission C'est pour en parler, bien entendu. C'est la dominicale de vérité et vous connaissez aussi les numéros d'accès 01 68 87 67 00 ou le 01 50 52 52 73. Vous pouvez donc laisser vos questions si vous n'arrivez pas donc à avoir la ligne. Laissez vos questions par WhatsApp aussi 50 52 52 73. Quelqu'un est là, on va le prendre. Bonjour. Oui. Bonjour. Oui. Papa Yapa, Yahweh Félix. D'accord. Merci de nous rejoindre. D'abord, bénédiction. Merci. Amen. Ils doivent beaucoup prier. Je leur demande de beaucoup prier. Maintenant, j'ajoute à ce qu'il a dit. Oui. Il ne faut pas que des personnes qu'ils vont appeler. Des gens. On va essayer d'éviter des gens comme Papa et Afala qui disent tout ce qu'ils pensent. On va essayer de les éviter. Donc, on va inviter ceux-là
ont des preuves par un numéro libre, et on les protège aussi à venir dénoncer. Voilà ma proposition, deux propositions qui prient beaucoup parce qu'il faut se protéger. Nous sommes au Bénin et nous utilisons tous les moyens pour éliminer tout ce qui peut nous gêner. D'accord. Bon, merci bien, c'est ma participation. D'accord, merci beaucoup. Merci. Nous poursuivons. Bonjour. La fréquence municipale de Cotonou, bonjour. Bonjour, Sébastien Nyonrosso. Sébastien Nyonrosso, je m'appelle. Nous vous écoutons. Je salue votre invité. Oui. Bonjour, invité. Oui, bonjour, monsieur Nyonrosso. Ma première préoccupation, beaucoup de Béninois, comme moi, d'ailleurs, je parle à mon nom propre, et ne croient pas au travail sérieux, c'est-à-dire l'impartialité que fera votre structure, votre institution, car elle n'est pas indépendante. C'est-à-dire, vous avez dit que vous avez l'indépendance de s'auto-saisir des dossiers, mais vous êtes sous la tutelle du président, de la présidente de la République. Ça veut dire quoi? Vos dossiers seront, après avoir traité, seront d'abord transférés au président et après, avis que cela ne peut qu'agir. Selon ma compréhension, c'est là où les gens sont un peu inquiets. Parce que une institution qui va lutter contre la corruption doit être totalement indépendante de ses rapports. Et quand il finit de ses rapports, il doit les transférer à la justice pour le reste du travail. Selon moi, vous allez nous donner des explications. C'est là où nous doutons. Deuxième préoccupation, nous savons en Afrique et particulièrement au Bénin, on nous dit que la meilleure façon d'étouffer des dossiers de corruption, c'est de créer des commissions d'enquête. Et quand on crée des commissions d'enquête, c'est fini. C'est pour étouffer, on ne voit jamais les résultats. Les exemples sont là. Nous sommes sur une radio et c'est une question de temps ici. Est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que vous ne voulez pas jouer avec le nez des Béninois? Quand on sait qu'après la déclaration d'Akona, Adambi a porté plainte contre Akona, le gouvernement a dit par le porte-parole dit que Akona n'a pas les preuves de ce qu'il avance. Et après ça, le procureur nous dit que le procureur sera auto-saisi de ces dossiers. Akona lui-même écrit pour présenter ses excuses et dit publiquement qu'il n'a pas les preuves de ce qu'il avance. Et pourquoi encore votre institution mettre en place encore une autre commission, tandis que la personne dit que je n'ai pas les preuves. Et le gouvernement par les membres chacun dit que rien n'est là. Pourquoi encore monter une commission? Ça nous inquiète. Sébastien Nyonrosso, bon dimanche à vous. Merci. Nous restons sur Radio Cotonou. Bonjour. Bonjour, monsieur Honoré Naoum. Yamili Koulmoyon. Naoum. Bonjour, monsieur l'invité. Oui, bonjour, monsieur Koumayon. Et moi, il me semble que vous prenez parti sur le gouvernement. Est-ce qu'il peut avoir des audits concernant la déclaration du ministre pour éclairer l'opinion publique? Nous déposons des dossiers, l'argent, pour avoir de l'eau et l'électricité, mais hélas, où était le haut commissariat quand le ministre Akona a dénoncé et dévoilé le siphonnage de l'aide et la SONEP? Pourquoi ce n'est pas le haut commissaire qui a constaté et que c'est lui qui est dans le système qui a alerté l'opinion publique? Et finalement, le pauvre est limogé. Alors que depuis des temps, l'opinion publique était au parfum. Est-ce que le fonds siphonné a servi
à faire l'alphatage ou autre chose. Parce que nous avons vu des chantiers un peu partout dans la ville de Cotonou, ou bien disons au Bénin. Alors que le président avait dit au préalable qu'il ne doit pas passer de l'argent pour faire quelque chose. L'argent qui est arrivé au niveau de l'électricité et l'eau, et que nous avons constaté, nous faisons la veille citoyenne, nous aussi nous avons constaté et nous sommes en train de crier depuis le temps avant la nomination de Akuna. Et aujourd'hui, il est venu dénoncer ce qu'il a constaté dans son ministère. Aujourd'hui, il est limogé. Pourquoi? D'accord. Merci. Je vous remercie. À dimanche prochain. D'accord. Merci. On va poursuivre. S'il y a un autre intervenant. Quelqu'un est là? D'accord. Bonjour. Oui, cher Honoré Benjamin Honoré Nam, bonjour. Bonjour. Valentin Yonon, c'est ça? Oui, merci beaucoup, c'est Valentin Yonon. D'accord, nous vous écoutons. Merci, nous avons suivi avec attention. Mais je voudrais lui demander, il fait de monter une commission d'enquête dans ce cas. Est-ce que ce n'est pas une manière d'endormir le peuple béninois, étant donné que l'intéressé a déclaré dans son communiqué qu'il n'y a pas un dossier urgent et qu'il n'a même pas de preuves, et que même le gouvernement n'a pas saisi cette commission? Qu'est-ce qu'ils veulent comme résultat? Qu'est-ce qu'ils veulent donner au peuple béninois comme résultat? Est-ce que ce n'est pas une manière d'endormir le peuple béninois? Voilà ma seule préoccupation. D'accord. Merci beaucoup à vous. Pour votre intervention, le standard reste ouvert. On a encore quelques minutes à consacrer aux auditeurs. Oui, bonjour. Bonjour. Monsieur Naoum, notre Alain Foucault, je te salue. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège les membres de nos ancêtres. Je salue ton invité. Bonjour, monsieur Chaudaton. Que Dieu vous garde. Amen. Plusieurs commissions créées dans ce pays-là, depuis Amoussou, Papa, ou bien il y a d'autres noms, à Jaïsika, mais ça n'a jamais de résultat. Je ne sais pas si le vote aura un résultat. Donc c'est ce que le peuple béninois attend. Parce que beaucoup de commissions toujours créées, mais c'est toujours de l'eau jetée sur le dos du canard. Parce qu'il reçoit des dossiers costauds et par la suite, ça devient laboratoire piscicole. Le vôtre maintenant, est-ce que vous avez des garanties, parce que nous connaissons bien la gouvernance de l'excellent Patrice Talon avec sa rigueur, est-ce qu'ils vous ont donné tout le pouvoir d'aller jusqu'au bout? C'est mes seules préoccupations. D'accord. Ouais. Merci beaucoup à vous. Nous restons ici sur l'émission Franc-Parler de Radio Cotonou. Encore d'autres intervenants. On va pouvoir les prendre si quelqu'un appelle. S'il n'y a pas d'appel, on revient d'abord au studio. On pourra donc retourner au standard si la possibilité y a. Je reviens avec vous, Monsieur Badou, sur la question. Je rappelle que vous êtes le chef du service des études de la formation et du suivi évaluation au commissariat à la prévention de la corruption dans notre pays, et vous êtes avec nous sur ce plateau pour parler donc des déclarations de l'ex-ministre Paulin Akuna, des sujets de malgouvernance qu'il a évoqués. Vous avez suivi comme moi donc les intervenants ce matin. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup, monsieur Naoum. Oui. Je crois que plusieurs de nos auditeurs ont relayé un peu comme vous, avant eux, leur scepticisme par rapport à la commission qui a été mise en place. Mais avant ça, Félix... Oui, je veux passer, il y en a beaucoup qui ont parlé de ça, je veux regrouper. D'accord. Oui. D'accord. Je reviendrai. Non, moi je voudrais même vous taquiner un peu, parce que Félix Yaouédéou demande de prier. Oui. Oui, c'est vrai. C'est pertinent pour vous, la prière? C'est vrai que, connaissant l'environnement socio-culturel
de ce que l'ancien ministre Gaston Zossou appelait peut-être basé, c'est ça? La guerre des choses dans l'ombre. Ah bon? La guerre des choses. Non, c'est une réalité, mais cela les gens peuvent envoyer des missiles. Ils peuvent lancer, mais cela ne nous atteindra pas. D'accord, pas la prière, vous avez bloqué. Oui, ce serait bloqué. Ça là, c'est clair. Je crois que au commissariat, nous sommes assez équipés, équipés spirituellement par rapport à ça et psychologiquement préparés. Donc, il n'y a pas. Vous allez nous partager le secret. Il n'y a pas de souci à la fin de l'émission. Donc, effectivement, c'est un peu ça. Donc, Monsieur Yahoudéou, pour remonter un peu plus, pour aller un peu dans l'ordre, c'est ça. A invité, voudrait suggérer que ceux qui ont des preuves puissent se rapprocher de la commission. Moi, je pense que certainement des membres de la commission sont à l'écoute, ou que nous-mêmes, nous allons leur faire le relais de cette suggestion. C'est ça. Donc, s'il y a effectivement des gens qui ont des preuves à fournir à la commission, je pense qu'il reviendra à la commission de pouvoir se saisir, trouver le mécanisme pour pouvoir... Parce qu'il parle aussi de la protection des dénonciateurs. Ceux qui vont apporter les preuves, il faut vraiment les protéger. Il faut les protéger. Nous, en tant qu'organe de lutte contre la corruption, de prévention ou de lutte contre la corruption, nous avons l'obligation de protéger tous les dénonciateurs. Donc, on peut avoir même des gens qui peuvent saisir dans l'anonymat, un peu comme la CPD le fait sur sa plateforme. Donc, les gens peuvent également venir physiquement, les gens peuvent envoyer des dossiers dans l'anonymat. Donc, il n'y a aucun problème par rapport à ça. C'est une commission très professionnelle qui sait que elle doit tout faire pour préserver l'anonymat des uns et des autres, parce que pour éviter des représailles éventuelles. Donc, il ne sera pas entendu que tel nous a fourni tel document, nous a fourni telle preuve. Non, pas du tout. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, je voudrais rassurer M. Yahoudéou, s'il y a des gens qui ont des preuves, ils sont libres de pouvoir chercher à entrer en contact avec la commission sans avoir peur de représailles éventuelles. En ce qui concerne M. Nyonhossou Sébastien, il a mis en cause, je crois, il doute un peu de l'impartialité. Il parle de scepticisme. Scepticisme toujours pour une institution qui est sous tutelle de la présidence. Est-ce que le rapport ne sera pas envoyé d'abord au président, etc., etc. Je pense que, et pour embrayer en même temps avec les différentes déclarations de scepticisme que nous avons noté au niveau des intervenants qui sont intervenus même par la suite, je crois que nous devons noter que les temps ont changé. Et j'ai eu à dire tout à l'heure dans mon intervention que le Haut Commissariat est en train de jouer sa propre crédibilité. Les gens ont raison peut-être de par le passé, ont raison de dire aujourd'hui que quand on parle de commission, c'est pour pouvoir noyer le dossier, qu'on met en place des commissions, les rapports sont déposés dans les tiroirs, il n'y a pas de suite, etc. Je voudrais leur dire que nous sommes sous une autre gouvernance. Je voudrais leur dire de nous mettre à l'épreuve. Je voudrais leur dire au nom du Haut Commissariat de nous mettre à l'épreuve. C'est le Haut Commissariat qui a mis en place publiquement cette commission et nous avons une obligation de reddition de comptes. Parce que nous sommes là également pour promouvoir une bonne gouvernance. Et en matière de bonne gouvernance, il y a ce qu'on appelle la reddition de comptes. Nous devons rendre compte à nos mandants. C'est le peuple béninois qui nous a investi de la mission, puisqu'on parle de loi. Voilà. La loi a été votée par nos représentants à l'Assemblée nationale. C'est à eux que nous avons accordé le mandat de nous représenter, de légiférer en notre nom. Et par rapport à ça, je voudrais les rassurer que le Haut Commissariat joue sa propre crédibilité et ne pourra pas et n'acceptera pas être rangé au rang des commissions qui sont passées. Donc nous avons l'envie, nous prenons l'engagement de faire en sorte que l'image que les gens avaient des commissions d'avant, que la commission de vérification 2025 par rapport aux déclarations de l'ex-ministre Apona, que la différence se fera sentir parce que le Haut Commissariat va rendre compte au peuple de ce que la commission est allée trouver sur le terrain après ces vérifications. Donc c'est vraiment important à souligner. Monsieur Koumayan s'est intéressé à dire pourquoi est-ce que... Il y a Sébastien Nyonhossou qui dit quelque chose que vous n'avez pas souligné. Il dit, mais
Le ministre Akpona lui-même, il dit qu'il n'a pas de preuves. Pourquoi vous mettez encore une commission? Merci beaucoup. Je l'ai déjà entendu sur un autre plateau. C'est pas nouveau. Et je donnerai la même réponse. Ok, on y va. Les déclarations, il y a un adage de chez nous qui dit que la parole qui a été lancée ne se rattrape plus. C'est déjà dit. C'est déjà dit. C'est déjà dit. Donc, quel que soit tout ce qui est entrepris après pour se dédouaner, compte tenu de certaines raisons qui lui sont propres, peut-être après réflexion, nous ne sommes pas là pour réfléchir à sa place ou pour donner des explications à sa place. Mais une autorité de son rang, en toute lucidité, en toute liberté, est venu faire une déclaration. Parce qu'il n'a pas de fusil sous la tempe. Hein. Il n'a pas de fusil sous la tempe. Vous faites bien de le dire. Parce que nous avons eu les images. Il n'a pas été forcé de faire des déclarations. Et qu'ils viennent dire que cette autorité vient dire qu'il y a siphonnage de dizaines de milliards. Et reviennent après pour se fendre d'un communiqué, pour s'excuser. Demander même pardon au chef de l'État. S'excuser auprès des membres du gouvernement, auprès de son prédécesseur. Si cela n'a pas suffi, ces excuses n'ont pas suffi à son prédécesseur qu'il a attrait en justice, est-ce que vous pensez que c'est ces déclarations qui vont nous fonder, nous, au commissariat, à ne pas chercher à savoir ce qu'une autorité ministérielle de son rang a dit par rapport au secteur de l'eau et de l'énergie? Non. Le Haut Commissariat a entendu un ministre de la République faire des déclarations. Sur cette base et au regard de notre mission, il faut aller chercher. Il faut aller chercher. On peut même aller au finish, dire bon, on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé et on rendra compte qu'on n'a rien trouvé. On n'est pas obligé d'aller trouver ce qui n'existe pas. Mais quand ce serait trouvé, on viendra également rendre compte aux populations qu'on a trouvé. Oui. Donc je voudrais dire à M. Nyonkhosou que les excuses de M. Akpona ne peuvent pas n'engagent que lui et ne peut pas engager le Haut Commissariat. Le Haut Commissariat a entendu quelque chose qui relève de son domaine de compétence. Le Haut Commissariat doit aller chercher ce qui s'est réellement passé dans ce dossier et rendre compte à la population qui a entendu comme nous ces déclarations. Donc les excuses publiques ne peuvent pas réfréner l'ardeur du Haut Commissariat d'agir ou de ne pas agir. Les excuses n'effacent pas le mal. N'effacent pas le mal. Le mal est déjà fait, l'eau est déjà versée, on ne peut plus récupérer. La parole est lancée, on ne peut plus la reprendre. Il faut aller jusqu'au fond pour dire, oui, c'est des paroles en l'air, il n'avait pas de preuves. Non, c'est des paroles justifiées. Il y a des faits présumés de corruption dans le dossier. Donc les allégations à partir de ce moment peuvent avoir une autre connotation et on pourrait donner la suite appropriée à ça. D'accord. Liamidi Koumayon à présent. Monsieur Koumayon, il demande, où se trouvait le ACPC, pourquoi ce n'est pas le ACPC qui a constaté. Le ACPC n'est pas gendarme dans toutes les administrations, dans toutes les institutions. Et cela m'amène au-delà de tout, au-delà du cas de la déclaration du ministre, à encourager chaque citoyen de ce pays qui a connaissance d'un fait de corruption de dénoncer. Parce que le Haut Commissariat ne peut pas être dans tous les services où des faits de corruption existent. Et le pacte corrupteur, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à déceler? C'est parce qu'il y a la loi de l'omerta, la loi du silence. Il y a de l'entente. Il y a de l'entente, on s'entend et on agit dans le silence. Donc s'il n'y a pas un tiers qui dénonce, on ne peut pas le savoir. Vous comprenez un peu? Donc, on ne peut pas faire le procès au Haut Commissariat de n'avoir pas débusqué le gibier. On ne peut pas faire procès au ACPC de n'avoir pas eu à connaître de ce dossier à l'avance. D'ailleurs, le ministre a parlé quand même de 2016 jusqu'à 2025. Alors que c'est en 2024 que le ACPC a vu. Voilà, il y a moins d'un an que nous, de façon opérationnelle, que nous avons commencé à travailler. Donc, je pense que de ce point de vue, il n'y a pas de procès qui tienne qu'on puisse nous faire par rapport à la découverte ou non de ce dossier. D'accord. Il y a Valentin Ayonou. Lui aussi dit que votre commission, c'est pour endormir le peuple. Je pense que
je voudrais demander à M. Ayonou de rester éveillé. De rester totalement éveillé. De ne plus dormir. De ne plus dormir jusqu'à ce que le rapport sorte. Et il aura le temps de savoir si cette commission a été créée pour endormir ou non. Nous n'avons pas de la morphine ou bien un vaccin qui communique du sommeil au peuple. Nous ne sommes pas là pour faire dormir le peuple. Nous sommes là pour travailler dans l'intérêt général, faire en sorte que l'État ait les ressources nécessaires pour satisfaire les besoins sociaux communautaires de nos populations. D'accord. Il y a aussi Paul Chaudaton, lui aussi, il est dans l'attente des résultats. Il est dans l'attente des résultats et je voudrais lui donner rendez-vous au thème de la durée impartie à la commission qui est de 4 semaines. Donc je voudrais appeler les uns et les autres au calme, à la patience. À la patience et de ne pas comparer ce que nous faisons avec l'ancien temps. Les temps anciens sont révolus. Nous sommes sous un autre magistère, nous sommes dans une autre vision d'action aujourd'hui. Nous sommes sous une autre façon de voir, une autre façon de faire. Et je pense que c'est à l'épreuve, il faut nous mettre à l'épreuve avant de pouvoir parler. Attendez les conclusions de la commission avant de nous juger. D'accord. Sur notre page Facebook à présent, il y a monsieur Dianous Todio qui dit « Bonjour monsieur, quelle sera votre attitude si le chef de l'État vous interdit de publier donc les rapports de votre enquête ?» Je pense que l'habilitation du Haut Commissariat est très claire. En mettant en place cette commission, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption n'entend pas déposer le rapport auprès du président de la République, quoique le Haut Commissariat soit sous tutelle de la présidente de la République. Nous nous sommes auto-saisis du dossier et c'est en toute transparence que nous allons rendre compte également au peuple. Ici, nous parlons de dizaines de milliards qui auraient été siphonnés. C'est le gouvernement qui est mis à rude épreuve et revient au gouvernement également de montrer sa bonne foi en laissant faire les choses dans les règles de l'art. Et je pense que connaissant le président Patrice Talon, qui promeut la transparence, qui promeut la vertu dans la gestion des affaires publiques, je ne pense pas que le chef de l'État donnera des instructions au commissariat à l'effet de ne publier ou de ne point publier le contenu de ce rapport. D'accord. Il y a un autre aussi qui dit, Léon Aboua, il dit « Radio Cotonou, je vous demande s'il advenait que les autorités au plus haut niveau soient impliquées avec les autorités du ministère des Mines, pourriez-vous réellement dire au peuple béninois les vrais responsables de ce siphonnage des dizaines de milliards ?» C'est une question toujours. Merci beaucoup. Oui. Nous avons dans ce dossier, comme je suis en train de vous le dire, on peut avoir deux résultats. Le premier résultat, c'est qu'il n'y a rien. Il n'y a rien, on peut circuler. C'est ça. Le deuxième résultat, c'est qu'il y a effectivement mal donne, il y a problème. Donc il y a des faits présumés de corruption. Même s'il n'y a pas de dizaines de milliards. Même si c'est un franc, là où le denier public est engagé, on doit aller rechercher. C'est ça. Parce qu'il n'y a pas de petits montants en termes de corruption. Okay. Et là encore, quand la commission aurait établi l'existence de faits présumés de corruption, encore là, il y a deux cas. Le premier cas, c'est par rapport à la qualité des acteurs. Et tous les deux cas sont liés à la qualité des acteurs mis en jeu. Il peut s'agir d'autorités ministérielles. Et là, ceux-là sont justiciables de la Haute Cour de justice. Leur procédure, c'est à part. Mais pour les cadres et autres agents du ministère ou autres, des autres entités publiques, ça peut exister au niveau peut-être des sociétés, des agences ou des autres entités qui ont eu à intervenir tout au long de la chaîne de gestion de la mise en œuvre de ces différents projets. Parce que la corruption peut être même liée au choix même du prestataire. Tout à fait, on peut déjà noter la corruption au niveau même de la passation. C'est ce qui explique qu'on est un expert en passation des marchés publics pour voir déjà, pour checker, contrôler, est-ce que tout s'est passé selon les procédures admises
en matière de passation des marchés publics. Donc, il faut pouvoir le dire. Donc, si les choses ne se sont pas bien passées là, cela peut expliquer beaucoup de choses également. Okay. Donc, il faut pouvoir, au regard, même si c'est des agents, comme je le disais, ceux-là sont justiciables de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, la CRIET. Donc là, il n'y a pas d'état d'âme par rapport à ça. L'autre volet également, que pourrait révéler également le rapport, c'est de révéler l'inefficacité du système de prévention de la corruption existant au sein du ministère. C'est ça. Et là, ça veut dire que le Haut Commissariat devra faire des recommandations avec suivi. Même renforcement de capacité. Renforcement de capacité, même s'il faut mettre à disposition des personnes ressources qui peuvent les aider, qui peuvent les capaciter. En matière de dispositifs institutionnels ou administratifs, nous allons également le faire. Mais l'autre point également, c'est que ce rapport peut nous amener, au-delà du cas d'espèce, au-delà de ce ministère, à aller fouiller également au niveau des autres ministères, à chercher à savoir dans les autres projets d'infrastructure, de réalisation de ceci ou cela, parce que ce n'est pas seulement le ministère, les secteurs de l'eau et de l'énergie. Il y a plusieurs chantiers. Il y a plusieurs chantiers qui sont ouverts. Construction de stade par ici. Voilà. Donc cela peut nous amener également à aller chercher à savoir quels sont les dispositifs qui existent au niveau de ces ministères. Comment est-ce que les différents projets qui ont été mis en œuvre dans ces différents secteurs depuis 2016 jusqu'à ce jour ont été conduits. Donc c'est un chantier qui est ouvert. Donc de ce point de vue, je voudrais rassurer l'auditeur que le Haut Commissariat accomplira les diligences qui est attendues de lui, de telle sorte à ce que l'intérêt général soit préservé dans ce dossier. D'accord. Il y a une question ici. La personne n'a pas mis son nom, mais je vous pose quand même la question. Il dit, parlant de la corruption, les preuves sont discrètes. Monsieur Badou, peut-il mettre à nu leur technique d'analyse des informations et preuves? C'est la question. Je n'ai pas bien compris. Et il dit qu'en parlant de corruption, les preuves c'est que c'est difficile d'avoir les preuves. Voilà. Donc, est-ce que la commission peut mettre à nu donc leur technique d'analyse des informations et de preuves? C'est la question. Merci beaucoup. Effectivement, les preuves, déceler les preuves, c'est un peu difficile en matière de corruption, mais il y a des techniques qui permettent de le savoir. Okay. Quand vous prenez par exemple dans les procédures de passation de marché, par exemple. Parce que tout part de là. Avant la mise en œuvre, là, il a fallu passer les marchés. Comment est-ce que ces marchés ont été passés? Est-ce que les questions de transparence, qui est un principe des marchés publics, a été respecté? Est-ce que les choses, par exemple, le libre accès à la commande publique, comment est-ce que les délais qui sont impartis à chaque procédure, est-ce que ça a été respecté? Quels sont les acteurs qui à chaque fois compétissent? Vous pouvez voir dans un dossier où quelqu'un vient. Par exemple, aujourd'hui, on dit par exemple dans certaines procédures, ils viennent. Il y a un principal qui vient, il s'arrange pour avoir certaines entreprises satellitaires. Vous comprenez? Oui. Ils viennent, c'est tant qui a gagné tel marché. Mais dans tel autre marché, vous allez voir, il s'arrange pour que celui qui est peut-être le moins disant, sinon le mieux disant, on dit aujourd'hui, que demain, dans une autre procédure, il soit accompagné par les mêmes acteurs et lui se retrouve en plus fort disant, de telle façon que ce sont d'autres acteurs, d'autres accompagnateurs dans une autre procédure qui émergent. Donc, les techniques pour déceler existent. Et il n'y a pas de vol... Comment je peux dire? Il n'y a pas de vol ou bien de prévarication sans trace. On finit toujours pas trouver. On finit toujours par laisser de traces quelque part. Donc, il n'y a pas de crime parfait. Les gens, les membres, les experts qui ont été commis à cette tâche sont rompus à la tâche. Ils finiront par trouver si tant est que cela existe effectivement. D'accord. Un autre, il s'appelle Robinson Camus Bioku. Il dit, nous sommes face à un gouvernement où personne ne peut parler. Si les cadres refusent de collaborer, que peut votre structure par rapport à ce refus? Ne parlerait-on pas de fonds réorientés? Seul le ministre peut parler, mais malheureusement, ce serait sa parole contre celle du gouvernement. Qu'est-ce que vous en dites?
Je ne sais pas ce qui le fonde à dire qu'on est en face d'un gouvernement où on ne peut pas parler. Ici, la commission travaille en toute indépendance et peut appeler toute autorité, toute personne qui a eu à gérer, à avoir quelque chose, à avoir une part dans la gestion des différents projets d'investissement. Donc la commission va écouter le ministre Akpona. Le ministre, je parlais d'autorité ministérielle, va écouter tout le monde. Va écouter tout le monde. Va écouter tout le monde. Je le dis, je ne suis pas membre de la commission, mais la commission a les coudées francs pour rencontrer tous les acteurs. Quand je dis tous les acteurs, y compris même les ministres. Y compris même les ministres. Ici, il n'y a pas de barrière à avoir, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de privilège à avoir. Non. On veut... Nous ne sommes pas une juridiction. Ils sont déchargés même. Même s'ils sont en exercice, la commission est là pour les écouter. Le ACPC, même la commission, n'est pas une juridiction. Donc, il ne peut même pas bénéficier d'un privilège de quoi que ce soit à cette hauteur de la vérification. Ils viennent, on veut les écouter, on veut les entendre, on veut recueillir auprès d'eux des informations. Donc, les agents du ministère n'ont rien, ou bien de toute structure compétente qui a agi dans le cadre de ce dossier. Aucun agent n'a pas le droit de s'abstenir de dire ce qu'il connaît dans le cadre de ce dossier. Le faire, ce serait faire obstruction à la manifestation de la vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Et aucun gouvernement n'a empêché aucun cadre de parler, de dire la vérité dans ce pays. Ça, il faut être clair. Il y a Bernardin Fabi qui dit: pourquoi attendre une dénonciation venant d'une autre personne pour réagir? Et depuis votre installation pour la lutte contre la corruption, est-ce que vous avez déjà un dossier en cours d'enquête? Vous avez un autre dossier déjà? Merci beaucoup. Je crois que sur cette même antenne, ici, il y a de cela, déjà dans le mois d'octobre, c'est-à-dire que seulement quelques semaines après le démarrage de nos activités, vous avez reçu notre secrétaire général ici. Tout à fait. Qui a eu à vous dire que nous avons déjà des dossiers sur lesquels vous permettez que je ne puisse communiquer à ce moment, à cette hauteur. Donc, ce n'est pas le premier dossier sur lequel nous travaillons. Et nous travaillons que ce soit par autosaisine ou par dénonciation. Donc, c'est vrai que ce dossier-ci de siphonnage présumé dans le secteur de l'eau et de l'énergie, c'est le premier grand dossier, puisque là, les montants en jeu sont de l'ordre de plusieurs dizaines de milliards selon les déclarations du ministre. Là, c'est le plus grand dossier, s'il faut le dire, mais le Haut Commissariat, ce n'est pas son premier dossier. Nous avons des dossiers sur lesquels nous travaillons, sur lesquels nous faisons des vérifications. On reste avec Bernardin Fabi. D'ici après vos enquêtes là, sur le dossier en cours, si l'ex-ministre Akpona a raison, est-ce qu'il sera rétabli dans ses fonctions? Merci beaucoup. Je crois que ce n'est pas le Haut Commissariat à la prévention de la corruption qui l'a nommé. Ce n'est pas le Haut Commissariat non plus qui l'a dégommé, qui l'a démis de ses fonctions. Donc cette question relève de la souveraineté de l'autorité qui l'a nommé. D'accord. Il dit de donner un numéro vert pour enregistrer les dénonciations. Vous en avez déjà un numéro vert ou bien vous allez préparer ça? Nous n'avons pas un numéro vert. Nous n'avons pas un numéro vert, mais nous avons le numéro de la CPD. Nous avons le numéro de la CPD par laquelle ils peuvent dénoncer. Ça, c'est ouvert, c'est le 155. Quand on parle de numéro vert, ça veut dire que ce n'est pas payant pour l'appelant, sur lequel c'est direct. Et nous avons une interaction au travers de la loi. Nous avons une interaction avec la CPD qui constitue une structure d'appui pour le Haut Commissariat, qui nous appuie dans le cadre également du traitement des dossiers de plainte. Donc, je crois que de ce point de vue, il n'y a aucun problème par rapport à ça. D'accord. Il y a Nicolas Maouti Ontonji qui dit bonjour, je félicite le courage de votre invité. Je voudrais demander qu'est-ce que la Suisse vient faire ici, car l'invité en a parlé au début. Si l'on sait que beaucoup de chefs d'État africains ont donc une orthodoxie, non pas une orthodoxie financière appropriée, on leur compte dans les banques suisses.
Qu'est-ce que la Suisse vient chercher avec vous? La Suisse vient ici en tant qu'État examinateur du Bénin dans le cadre du mécanisme d'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui est un mécanisme d'évaluation par les pairs. Donc c'est un tirage au sort, ça peut être un autre pays. Par le passé, dans le cadre du premier cycle d'examen, le Bénin a déjà été tiré au sort et a été examiné de 2010 à 2013 par la Finlande. Par la Finlande et le Zimbabwe. Donc vous comprenez, donc il y a un pays extérieur au continent africain et un pays africain à chaque fois. Donc le mécanisme existe comme ça. Donc c'est pas la première fois que nous sommes examinés. Donc c'est un tirage au sort et c'est la Suisse qui est sortie parmi les États partis non africains. Pour venir auditer le Bénin. Donc, ce n'est que... Merci. Il a posé une autre question liée donc à l'aboutissement du dossier, mais je crois que vous en avez suffisamment parlé. Oui. Il y a quelqu'un d'autre qui dit bonjour. Je salue votre invité. Juste demander les contacts pour une dénonciation. Donc je crois quand même que vous venez de donner le numéro. Donc vous pouvez rappeler ça rapidement. Oui, c'est le 21. Bon, ok. Alors c'est le 155 si vous voulez dénoncer les actes de corruption à la CPD. Et également, vous pouvez nous appeler sur le 21 36 87 64. C'est le numéro direct du secrétariat particulier en attendant que nous mettions en place un numéro vert propre au commissariat. Vous pouvez nous joindre sur ce numéro, mais vous pouvez nous joindre également à l'adresse mail contact. Contact HCPC collé, contact CONTACT hcpc@présidence.bj. D'accord. Donc par cette adresse mail, vous pouvez également envoyer vos plaintes ou vos dénonciations. D'accord. Il dit un autre, le dernier intervenant qu'on va lire rapidement. Il dit Jean-Pierre, il s'appelle Jean-Pierre Merelose. Il dit salut, toujours le plateau. Je veux savoir si le Haut Conseil a sa propre radio pour informer le peuple. Non, vous n'en avez pas. Non, le Haut Commissariat est assez jeune. Le Haut Commissariat n'a pas une radio pour informer. Mais le Haut Commissariat a dans son plan de travail 2025 prévu 2 activités qui consistent à créer une émission, que ce soit radiophonique et télévisuelle mensuelle, sur laquelle nous allons interagir avec les auditeurs périodiquement pour partager des informations et pour interagir également avec eux. Donc une émission créée à CPC, que ce soit sur les radios, que ce soit également donc une chaîne de télé, une chaîne de radio également sera identifiée pour pouvoir... La chaîne de radio sera naturellement Radio Cotonou. Vous plaidez votre cause naturellement. Oui, je comprends. C'est de bonne guerre. Merci. Je crois que le bic rouge passera toujours avant toute publication du rapport. L'invité nous cache déjà quelque chose. Je ne sais pas de quel bic rouge... Et ce sera votre mot de fin d'ailleurs. Oui, je ne sais pas de quel bic rouge il parle. Il n'y a pas eu de bic rouge avant la mise en place de la commission. Il n'y aura pas de bic rouge au dépôt des conclusions. Mais vous avez un bic rouge dans ce studio. J'ai le bic rouge toujours pour noter. Pour donner de la solennité, de la gravité à l'émission, au sujet en discussion, naturellement. Pour dire que nous débattons d'un sujet vraiment très important. C'est pourquoi le bic est rouge ce matin. Pour noter les préoccupations des auditeurs et auditrices de Radio Cotonou. Donc je voudrais, si c'est le mot de fin, pouvoir rassurer chaque auditrice et chaque auditeur, rassurer tous les citoyens de ce pays de la bonne foi du Haut Commissariat à la prévention de la corruption. Vous pouvez mettre notre bonne foi en cause, vous pouvez mettre cette bonne foi à l'épreuve. Je voudrais dire, je vous donne rendez-vous dans 4 semaines quand le rapport sera déposé. À partir de ce moment-là, si la commission a agi comme les anciennes commissions, si le HCPC n'a pas le crédit nécessaire, vous pouvez également en toute liberté pouvoir l'apprécier. Mais ce qui est clair, le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a pris l'engagement de servir la République. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a la mission de préserver l'intérêt général. Le Haut Commissariat à la prévention de la corruption veut agir en toute objectivité, en toute impartialité dans ce dossier et faire en sorte que la lumière soit pour éclairer la lanterne de tout cela, la lanterne légitime, la soif légitime de nos concitoyens qui veulent savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ce dossier et nous avons l'obligation de rendre compte
dès que les conclusions dès que ce rapport sera déposé, dès que les conclusions de ce rapport seront déposées, nous avons l'obligation de rendre compte au peuple souverain du Bénin, et je crois que nous voulons appeler les uns et les autres à la patience. Ayez de la patience. Il y a une durée qui a été impartie à la commission, et nous avons l'assurance de ce qu'au thème des travaux de cette commission, que vous verrez que le Haut Commissariat à la prévention de la corruption a pris les choses en main, et que ce qui est pensé, ce qui est admis par le passé ne peut plus être encore admis aujourd'hui, puisque aujourd'hui les temps ont changé, la vision a changé, l'optique a changé, et c'est par rapport à ça que le Haut Commissariat a été mis en place pour faire en sorte de bâtir un environnement anticorruption dans notre pays, faire en sorte de créer un cycle d'intégrité qui fasse de promouvoir l'intégrité, la probité, la responsabilité au niveau de toutes les strates de la vie socio-économique nationale, faire en sorte que les actes anti-vertu, les actes anti-valeurs soient vraiment prohibés et sanctionnés conformément aux tests en vigueur. En 20 secondes, si par extraordinaire la commission ne trouve rien, à quelle sauce sera mangé le ministre Akpono? Moi, ce qui est sûr, je ne sais pas à quelle sauce il était déjà mangé, quelle est la sauce qui est sur le feu. Ce que je sais, c'est que nous avons l'obligation de dire ce qui est. De dire ce qui est. Dans mon métier, on dit les faits sont sacrés, les commentaires sont libres. Voilà. Vous voulez informer le peuple. Nous voulons informer le peuple, dire ce qui est. D'accord. Ce que projette le miroir. Merci beaucoup à vous, monsieur Étienne Badou. Vous êtes chef service des études et de la formation et du suivi évaluation au commissariat à la prévention de la corruption, HCPC. À nouveau, merci pour votre passage sur l'émission Franc-Parler. Fidèles auditrices et auditeurs de Radio Cotonou également, merci pour l'écoute et la participation. Était à la mise en onde Ghislain Agbangba, à la prise de vue Job Chikpe et à la présentation Honoré Naoum. Restez câblés, 94.3 Radio Cotonou. Bonne suite de programme à chacun et à tous. Population de Cotonou, elle est là. Radio Cotonou. Votre radio est là. Restez désormais câblés sur la 94.3. Radio Cotonou, la voix des Cotonois.